On est quand même très, très travail. Et c'est vrai que Pôle emploi, c'est pas du tout notre ami, quoi. Et quand j'ai décidé d'aller au chômage, je pensais bien le vivre parce que j'avais une autre activité. Mais dans mon orgueil, dire que j'étais au chômage, ça m'a un peu fait chier, pour pas dire autre chose. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Pour ce nouvel épisode, je reçois un rugbyman toujours en activité, deuxième ou troisième ligne, formé à Brive, passé par Soyons-Angoulême, Mont-de-Marsan et la section paloise. Il fait aujourd'hui partie de l'US Montauban. Je reçois Dan Malafosse. Bonjour Dan. Bonjour, enchanté. Comment ça va ? Très, très bien. Dan, merci d'avoir accepté mon invitation dans Terrain Conquis. Car si j'ai bien compris, tes journées connaissent rarement des temps morts entre ton activité de joueur pro et celle d'entrepreneur. Et si tu veux bien, je vais d'abord raconter ton parcours sportif avant de défricher celui de patron. Et si je me trompe, t'hésites pas à me renvoyer dans mes 22. On est OK ? On est OK. Donc tu es formé à Brive, mais tu ne t'imposes pas vraiment au CAB et tu choisis à 22 ans de descendre de 2 étages en Fédéral 1 à Soyons-Angoulême en 2014. Tu joues 2 ans en Charente. Au milieu, il y a eu un épisode où, lorsque, à 18 ans, je finis mon bac, je décide de partir un peu plus d'un an et demi en Angleterre, D'accord. où j'ai joué à Northampton. Et quand je reviens à Brive, j'étais en train de m'imposer, je me pète l'épaule. Et c'est suite à cette blessure où je dois refaire tout de zéro et je pars à Angoulême. En 2014, tu joues 2 ans en Charente et tu pars du SA15 sur une montée en Pro D2. Tu Oui. rejoins Mont-de-Marsan, un autre club de Pro D2 très ambitieux dans cette division. Là encore pour 2 ans et 2 demi-finales que tu connais. Tes belles performances arrivent aux oreilles des clubs de Top 14 et à 26 ans, tu rejoins cette première division et plus précisément la section paloise. Tu n'y trouves pas ton compte en termes de temps de jeu et ton aventure dans le Béarn s'arrête en cours de deuxième saison d'un accord commun. Tu rebondis finalement dans ton club formateur, Brive, toujours en top 14. Tu y restes quelques mois au départ et puis après toute la fin de la saison suivante. Et puis ensuite, tu redescends d'un étage à Montauban, club pour lequel tu défends les couleurs depuis 2021. Est-ce que là, on est toujours bon ? On est bon, ouais. Alors, à tous mes invités, je demande comment le rugby est venu à eux. Pour certains, c'était par pur hasard. Toi, non, hein, le rugby, c'était une affaire familiale avec ton papa Michel, hein, qui était joueur des fameux Mammouths de Grenoble et du Bourgoin des années 90. Bourgoin, club avec lequel il a d'ailleurs connu une finale de championnat de France, perdu contre le Grand Stade Toulousain. Pour toi, le rugby, c'était le quotidien, en fait, dès le plus jeune âge. Jeune, j'avais deux sports dans ma famille qui étaient le judo et le rugby, puisque du côté de ma mère, on est très judo, du côté de mon père, on est très rugby. Je faisais les deux, et puis arrivé à un moment donné, il a fallu faire un choix. Et je pense que le choix, il s'est fait aussi parce que j'habitais Brive et que tous mes potes, ils jouaient au rugby et ils faisaient pas du judo. Je pense que les choix, ils se sont faits comme ça. L'idée de devenir rugbyman professionnel, c'est venu du coup au fil du temps ou c'est quelque chose que tu as pensé assez jeune? C'est au fur et à mesure, hein. Au début, on joue tous par plaisir. Et puis quand on voit qu'on joue et qu'on a des félicitations et qu'on est mis en avant par les coachs, etc., et qu'on commence à avoir des sélections, à un moment donné, ben, c'est sûr qu'on a toujours envie du un peu plus, du un peu plus, du un peu plus. Et puis le un peu plus, il se transforme en professionnel. J'ai cru comprendre justement que tu avais connu des sélections tôt chez les jeunes. Et pourquoi ça a été un petit peu plus dur ensuite de percer assez vite dans l'équipe première à Brive? Est-ce qu'il y avait un gap entre ces sélections-là et puis en équipe première? Non, je pense pas que c'était forcément plus dur rugbystiquement. Je pense que, enfin, avec un peu de recul, j'ai fait des choix justement pour m'armer dans ma seconde vie, déjà dès très jeune. Et quand à 18 ans, j'ai la voie royale pour jouer en équipe première du CAB et que je dis non parce que je veux aller faire mes études en Angleterre pour faire une fac de langue et apprendre à parler anglais, effectivement, ben, c'est sûr que je me remets en danger. Alors que j'étais issu du club, tout le monde me connaissait, je connaissais tout le monde et que j'aurais pu choisir la facilité en disant non, je reste à Brive et je fais que du rugby. Moi, ça n'a jamais été ma philosophie, j'ai jamais aimé faire que du rugby et dès le plus jeune âge.
constamment, je me suis remis en danger. Et puis c'est pareil, à Mont-de-Marsan, j'aurais pu rester. À Angoulême, j'aurais pu rester sur une petite de montée où on finit invincible sur l'année, invaincu sur l'année. Donc c'est vrai que là, je dis encore, ben non, je veux partir à Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, ça se passe super bien avec Kiki Losuc, qui souhaite me garder. Et puis au final, ben, je décide de me remettre en danger avec la section paloise. Et la section paloise, manque de peau, j'arrive avec un carton rouge, donc je prends le train en retard. Et je crois que le train du top 14, il passe vraiment très vite et que lorsque je l'ai pris en retard, à un moment donné, c'était trop dur et j'avais pas assez de vitesse pour le rattraper. Et puis après, je retourne à Brive. Et puis à Brive, suite à cet échec de la section paloise, j'ai décidé vraiment de me lancer concrètement, on va dire, dans la vie active et non plus de survoler. Et ça a été une des raisons je pense, de ce choix aussi de retourner en Pro D2, de pouvoir plus aisément allier les deux. Donc c'est D'avoir vraiment plus de temps toujours, peut-être aussi, hein. il y a une histoire de temps, mais il y a une histoire aussi de qu'est-ce qui est possible ou non. Parce que c'est vrai qu'en top 14, c'est une vraie lessiveuse et on te demande qu'une chose, c'est il faut manger rugby, dormir rugby. Et quelque part, ça me satisfaisait pas pleinement. Et en disant ça, je crache sur rien du tout parce que j'adore ce milieu et j'adore ce sport en tout cas. Et aujourd'hui, je pense que pour être un bon joueur en rugby, il faut avoir un équilibre intellectuel. Et moi, je le trouve comme ça. Donc effectivement, je ne sais pas si c'était vraiment dû qu'à du rugby ou à des choix aussi personnels à des moments. Alors, tu parles de choix. Choisir de redescendre en Fédéral 1 quand on est dans un centre de formation, enfin quand on évolue dans un club qui est en top 14, c'est pas anodin. Quelle a été ta réflexion à ce moment-là? Est-ce que ça remettait aussi en question tes projets de faire carrière dans le rugby? Tu l'as un petit peu dévoilé. Alors non, pas du tout. Mais alors là, pour le coup, tu mets le doigt sur le seul choix qui n'était pas un choix. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que avec Brive, je me pète l'épaule, je me dis j'ai du mal à revenir, je reviens, et puis je devais signer 2 ans, et puis au mois de mai, l'entraîneur de l'époque me dit finalement on te garde pas. Donc au mois de mai, quand t'as pas joué pendant presque un an parce que tu t'es mal à l'épaule, au mois de mai, tous les recrutements sont faits, toute la Pro D2 est faite, tout Top 14 est fait, et il n'y avait plus rien, même en Fédéral 1. Et j'ai eu la chance qu'Angoulême fait son match de la montée le week-end. On m'annonce en fait que finalement je suis pas gardé et d'être appelé par Angoulême. Mais là, c'est vraiment de la chance, hein. Par chance, c'était un beau projet, c'était le bon club au bon moment et ça m'a permis de rebondir. Mais c'est vrai que là, c'est la seule période où j'ai pas fait de choix. Alors, la montée en Pro D2 avec le SA15, est-ce que c'est pas finalement, avec le recul, le moment le plus fort émotionnellement de ta carrière à ce jour? Non, je crois pas. Angoulême, c'est une aventure marquante humainement, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, on avait et on a encore une bande de potes où on peut se voir demain, ce sera comme si on s'était pas quitté. Chose qui est difficile de créer dans le monde du rugby professionnel. Mais mes plus belles émotions, je pense que c'est quand même en top 14 quand on joue dans des stades pleins, quand on va jouer au Stade Toulousain où il y a un Ernest Vallon plein, où on va jouer à Jean-Bouin, où on va jouer, enfin, peu importe, à Clermont, dans le Chaudron. Mon premier match à Brive dans mon club formateur, c'est des émotions quand même qui sont décuplées par rapport à tout l'environnement qu'il peut y avoir. À Mont-de-Marsan, tu retrouves le statut professionnel du coup, puisque tu montes d'un niveau, tu as 24 ans. Est-ce que toi, tu le vivais comme un second départ? Pas du tout. En fait, je ne me suis jamais posé ces questions, pour être honnête. J'ai eu des opportunités, je les ai saisies, mais après, ça a toujours été en lien avec des aventures humaines. Et là, en l'occurrence, c'était par rapport à Christophe Lossuc. Et je me suis jamais dit, tiens, c'est un premier départ, un deuxième départ, ou c'est ceci ou c'est cela. J'ai toujours pris la chose avec beaucoup de plaisir et toujours en travaillant à côté. Donc, pour moi, ça a toujours été plaisir le rugby et pouvoir je m'en suis toujours servi pour essayer de trouver ma voie à côté. Donc, à Mont-de-Marsan, à Angoulême, à Northampton, où on veut, où j'ai joué, j'ai toujours fait quelque chose à côté du rugby. Les coachs à Mont-de-Marsan, c'est Christophe Lossuc, tu l'as dit, David Orado également. Ils ont confiance en toi, ils arrivent aussi à tirer le meilleur de toi. Et toi, tu t'es éclaté dans cette division que tu découvrais. Je me suis vraiment éclaté, mais c'est aussi la force des coachs de pouvoir tirer le meilleur de chaque individu. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment leur grosse qualité à ce binôme, c'est qu'ils étaient capables de manier le fouet et les caresses, et que quelque part, moi, j'ai trouvé que c'était un management vraiment très intelligent et que ça nous a permis d'avoir un groupe où on s'entendait tous bien et on a pu tous, avec nos moyens, développer un rugby hyper plaisant. Ton dernier match avec le Stade Montois, c'est une demi-finale
perdu contre Perpignan. Demi durant laquelle tu es expulsé pour un coup sur Karl Château, ce qui a scellé les espoirs hollandais d'aller en finale. Est-ce que tu t'en es voulu un peu après coup de laisser cette dernière image du côté de Mont-de-Marsan? Non, je ne suis pas du tout voulu, ce serait hypocrite de le dire. Après, dire que c'est parce qu'on prend en rouge que ça scelle les espoirs hollandais, pour moi, c'est un peu réducteur, c'est des trucs de journalistes, ça. Parce que si on regarde le match, toute la première mi-temps, je suis sur le terrain et on se fait bouger de tous les sens. Il y a des fautes dans tous les sens, on prend des fourchettes, on a même notre ailier ou notre 10 qui se fait tacler dans l'embut après un marque. L'arbitre, il dit jamais rien et qu'à un moment donné, c'est aussi la responsabilité de l'arbitre de pouvoir mener un match sans qu'il y ait de débordement. Et si l'arbitre tient pas son match, il y a forcément à un moment donné un joueur qui dégoupille ou deux joueurs qui dégoupillent parce que les injustices, il n'y a rien de tel sur un terrain pour créer de l'énervement. Alors, on est en 2018, c'est l'année où tu rejoins la section paloise. Quand et comment se font les contacts et comment tu le vivais qu'un club de top 14 s'intéresse finalement à toi? Bon, enfin, il y en a eu avant, hein. Que l'année d'avant, j'avais tout le vent sur moi. Cette année-là, je signe au mois de septembre, donc c'était très très tôt. Et j'avais pas que Pau, j'en avais trois autres. Donc ça fait toujours plaisir. Pour répondre à ta question, comment je l'ai vécu, ça fait plaisir. Après, je te dis aussi que le chemin il est long et qu'il va falloir être bon pour y arriver. Et que voilà, après, moi j'ai eu le temps de le préparer parce que j'ai signé très tôt. Mais Dans quel état d'esprit tu l'as abordé cette première vraie expérience en top 14 avec le background que tu avais, du coup, avec la possibilité de vraiment d'intégrer l'équipe première, d'être dans la rotation, tout ça. J'imagine que tu devais y avoir une grosse motivation. Tu as 26 ans, tu arrives dans cette première division. mais la motivation, elle y était, mais sauf que j'étais paralysé par rapport au carton rouge. Donc, j'ai fait une préparation en deux temps, une première partie avec le groupe. Après, j'ai été mis un peu au repos. Et puis après, sur la fin de ma période de suspension, je me suis relancé. Sauf que l'équipe, ben, elle a commencé à tourner sans moi. Et après, ben, la motivation, et tout ce qu'on veut, ça suffit pas forcément. Et c'est vrai que c'est un train que j'ai pris en retard. Et comme je te disais tout à l'heure, c'était très dur de pouvoir rattraper ce train, surtout que j'ai vécu des périodes un peu instables au niveau du club, puisque au bout de 6 mois, le manager qui m'adorait et qui m'a recruté, Simon Mannix, se fait virer. Celui qui m'a viré à Brive, il signait à Pau. Donc je savais que c'était la fin pour moi. Enfin, j'ai vraiment pas eu de chance sur l'aventure de Pau, même si le début, je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein. Tu avais pris combien de suspensions sur ce carton rouge? C'était 5 semaines. 5 semaines, d'accord. 5 semaines. Ton premier match de top 14, tu... Franchement, je m'en souviens même pas. Je sais même pas contre qui c'est. Je serais incapable de te dire. Je m'en fous complet. Je suis plus sur les aventures humaines en fait. Je suis plus sur les souvenirs que je peux avoir avec des amis que j'ai eu à Pau, avec mes amis d'enfance avec qui j'ai joué mon premier match au CAB avec un stade plein, avec des émotions qu'on peut passer à travers tel ou tel moment, tel ou tel joueur, mais plus que sur... je suis incapable de dire contre qui j'ai joué mon premier match. Cette saison que tu fais à Pau, elle est d'ailleurs vraiment bizarre parce qu'il y a eu des débordements un peu sportifs, les joueurs qui... parce que tu dis il s'est fait virer, mais c'est les joueurs aussi qui ont quelque part obtenu sa tête à Simon Mannix. C'est facile après coup, mais tu as dû te demander à un moment donné, mais dans quelle galère je me suis embarqué. Ouais, c'est ce que je te disais, c'était instable. Et puis, avec toute cette instabilité, en janvier, Simon était évincé et il trouve rien d'autre que de recruter le coach qui m'avait viré à Brive. Oui, c'est ça, Donc, Nicolas Gondignon qui était l'entraîneur de Brive quand tu avais 22 ans. Et apparemment, ça se passait pas si bien que ça entre toi et lui. Enfin, du moins, quand on était jeune, ça se passait très très bien. Parce qu'il m'a eu en crabos, ça se passait très très bien. Dans le monde professionnel, ça s'est pas du tout bien passé. Voilà, après, c'est des histoires qui sont derrière moi aujourd'hui. à quel moment tu te dis que ça sera compliqué pour toi de poursuivre à Pau? Quand je vois sur Rugby Rama, Nicolas Godinnon a signé à Pau. De suite, tu sais à quelle sauce tu vas te manger et que ça sera compliqué pour toi. Bah ouais, quand on sait qu'on n'est pas compatible pour travailler ensemble, on sait très bien qu'à un moment donné, bah, on n'est pas compatible, quoi. Enfin, je veux dire, il y a rien à expliquer. Donc j'étais avec un autre joueur à côté de moi dans la tribune à ce moment-là. Et on s'est dit la même chose au même moment. Du coup, c'est lui qui prend la succession de Manix, toi toujours pas. Et du coup, tu prends une décision, encore une fois, importante, un choix important qui est de partir, tout simplement. Aujourd'hui, faire le choix d'être à 350 km de sa famille, de pas jouer, et clairement, quand tu joues pas, tu te fais chier. Ou te dire, t'es dans ta famille, et puis si tu joues pas, ben, t'es toujours avec ta famille. C'est pas un choix cornélien, hein. Ouais, Le parce que choix du est coup, évident. c'est ton club formateur qui fait appel à toi, Brive, en tant que joker médical.
pour pallier une blessure. J'imagine Ça. que pour toi, c'est à la fois les sports qui le renaît et puis il y a aussi la dimension affective. Bien sûr, c'est tombé à pic. À l'époque, ils avaient pour projet de faire revenir pas mal de joueurs formés au club, donc c'était hyper intéressant. Voilà, et aujourd'hui, je trouve que c'était un beau projet. Et t'as pas eu de chance quand même parce que tu joues deux petits matchs avec le CAB cette saison-là. Et puis, il y a le Covid qui vient tout arrêter. Tu parlais de chance. Là, tout s'arrête. Tu avais un contrat court. Il y avait les difficultés que tu avais connues avec la section Palos en termes de temps de jeu juste avant. Ça a dû être assez terrible. Ce moment-là, c'est un coup sur la tête. Honnêtement, pas du tout, parce que, encore une fois, il n'y a pas que le rugby dans la vie, et que pendant le Covid, j'ai pensé plus à la santé des gens en général, et puis surtout, je pense que je faisais partie de tout, comme tous les Français, on savait pas du tout où on allait, quelle sauce on allait être mangé, quand est-ce qu'on allait pouvoir revenir. Donc, c'était vraiment pas ma préoccupation, surtout que j'avais des garanties derrière où normalement j'aurais dû rester avec le CAB. Donc, c'était pas du tout pendant le Covid ma préoccupation. Après, c'est vrai que ce Covid est mal tombé, mais quelque part, il est mal tombé pour tout le monde. Il n'est pas mal tombé que pour Dan Malafoche, le joueur de rugby. Il est mal tombé pour tout le monde, pour tous les Français. Il a fait plaisir à personne, celui-là. On a l'impression que tu arrives à avoir toujours ce détachement par rapport au rugby, de ne pas être non plus tant affecté à la fois positivement et négativement. Aujourd'hui, pour être honnête, ça sert à rien d'être affecté ou pas affecté. À un moment donné, on a ce qu'on mérite. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que qu'est-ce que veux-tu que je te dise? Il y a eu un Covid, qui est responsable? Le CAB, il est responsable du Covid? Non. Moi, je suis responsable du Covid? Non. Je m'en prends à qui? J'ai fait deux très bons matchs quand je suis arrivé. J'ai fait un match en 8 en plus en top 14. Je me suis régalé contre le Loup, où on leur met 30 points, alors que le Loup, c'était une belle équipe. Et ça s'arrête sur ça. On part en stage au Futuroscope, on se régale. On rentre du stage, ça s'arrête. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Mais une fois que tu as dit ça, ça sert à rien. Donc, arrive juin et là, les négociations pour prolonger avec Brive. Et il se trouve que l'argument Covid, c'était l'argument pour tout le monde, pour dire on te baisse les salaires et on te les divise par X pourcentage. Donc, j'ai préféré refuser et leur dire que j'allais trouver notre porte de sortie. À l'époque, j'avais trouvé une très jolie porte de sortie pour partir avec mon épouse jouer à New York, au rugby à New York. Et il se trouve que Donald Trump, c'était aussi les élections de la présidentielle aux États-Unis, et qu'il y a eu la deuxième vague de Covid. Lors de la deuxième vague de Covid, ils ont interdit tout visa. Donc, arrivé novembre, plus de club, plus de club. Donc, C'était vraiment avancé ça avec New York? c'est Ah ouais. quasi fait. Ah C'est ouais. quasi fait. Et au final, ça se fait pas. Et novembre, je sais pas, genre, Parce que tu ouais, es au ça traîne chômage dans pas. cette période-là. On est d'accord qu'à ce moment-là, Non, mais j'ai fait le choix d'aller au chômage plutôt que d'accepter l'offre de Brive. Du coup, ils sont revenus me voir au mois de novembre et je suis reparti à Brive. c'était quoi qui avait été le plus dur? Cool. J'avais lu que tu pointais à Pôle emploi et tout ça, et que c'était un truc que tu n'avais jamais imaginé dans ta vie, le téléphone qui sonne pas trop. C'était un peu particulier comme période. Bah, en fait, c'est ça qui est le troublant, c'est que je suis briviste, ma femme est briviste, et on allait se balader dans Brive, et d'une semaine à l'autre, j'étais un joueur du CAB, et l'autre semaine, j'étais plus joueur, et on croisait les mêmes personnes qui me disaient plus bonjour. Ah ouais. Et là, tu te dis, ok, bon, ça, c'est pas grave. Et puis après, dans ma famille, on est quand même très, très travail. Travail, 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 travail. Et c'est vrai que Pôle emploi, c'est pas du tout notre ami, quoi. Et quand j'ai décidé d'aller au chômage, je pensais bien le vivre parce que j'avais une autre activité. Mais dans mon orgueil, dire que j'étais au chômage, ça m'a un peu fait chier, pour pas dire autre chose. Donc voilà les deux réponses. C'est vrai que quand les gens te tournent le dos parce que tu n'as plus une éducation sur le poids de travail, ça fait chier. Et au vu de mon éducation, le mot chômage, ça m'a un peu dérangé. Et quand Brive revient vers toi avec une proposition d'un contrat de joker international, alors ça reste toujours un peu précaire, mais j'imagine qu'à ce moment-là, tu as dû quand même l'accueillir les bras ouverts. J'ai accueilli la proposition les bras ouverts parce que en réalité, c'était une proposition jusqu'à la fin d'année. Mais ils sont passés en deux étapes parce qu'ils avaient un autre joker qui s'appelait Stan South, je crois. Un Anglais qui est parti jouer en MLR justement à Washington. Et c'était pour faire la transition en fait. Tu vas déjà au bout de la saison et tu joues Ouais. 12 matchs pour les coups dont 5 titularisations. C'est à ce jour ta saison la plus aboutie en top 14. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu?
Ben, je pense que je fais un très beau championnat où on fait des très bons matchs, où genre, j'arrive dans un groupe tout au fond du classement, où j'arrive pour le match contre Agen, où c'est le match de la peur du maintien. On va gagner à Agen, dans la foulée, on va gagner à Castres, chose qui n'avait pas été faite depuis X années. Et là, on est en train de relancer la dynamique et on fait 7 ou 8 victoires d'affilée. Et sur les 7 ou 8 victoires, je fais mes 5 matchs titulaires. Et après, du jour au lendemain, paf, tu joues plus ou au remplaçant, ou par-ci, par-là. Bon, c'était les choix de l'époque, c'est comme ça. Et c'est ça qui a motivé que D'accord. du coup tu fasses un nouveau choix en repartant en Pro D2 avec l'équipe de Montauban, avec un rôle cette fois, l'assurance d'un rôle un peu plus important dans l'effectif. Je reviens à ce que je te disais au départ. Brief, c'est le choix du cœur, c'est le choix de la famille. Montauban, ça a été le choix d'un homme avec David Gérard, avec qui je m'entends très bien et j'avais eu des très bonnes relations humaines. Et j'ai fait le choix de partir dans son projet pour finir ma carrière en étant fidèle à mes convictions où je base l'humain avant tout, quoi. Oui, parce que quand tu dis le top 14, c'est une lessiveuse. C'est vraiment comme ça, toi, que tu l'as ressenti. Tu t'épanouissais pas à 100% du fait de ça? Pour moi, avoir un seul sujet, je trouve que c'est pas valorisant et c'est un peu ennuyant pour moi. Et faire que du rugby, ben, j'avais pas mon équilibre. Je me ressentais pas dans mon équilibre. Et aujourd'hui, c'est vrai que plus la vie avance et tu as envie de créer ta reconversion, tu as des enfants, donc tu veux t'occuper aussi de tes enfants, être présent pour eux. Et souvent, les gens pensent qu'on est que joueur de rugby, mais on est humain avant tout et on a les mêmes envies et souhaits que n'importe qui de nos âges. Et je pense que c'est important de pouvoir essayer d'allier tout de front, pour trouver un équilibre. C'est vrai que le top 14, ça ne le permet pas beaucoup. Tu parlais d'équilibre. La première saison, Montauban, ça passe plutôt bien pour toi, parce que à la fois personnellement et collectivement, tu joues, l'équipe ça va. Jusqu'à la fin de saison, et ce drame qui vous a frappé tous avec la mort de votre coéquipier, Kélimé Afua. Bon, c'était un moment forcément terrible et qui a peut-être remis aussi en perspective certaines choses, certains échecs, certaines galères. Bah écoute, moi c'est pour ça je sais pas trop quoi dire, j'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus. L'année dernière, effectivement, je joue beaucoup et je fais 26 matchs, je crois, sur 30, en ayant eu sur 2 matchs le Covid. Donc ça aurait pu faire 28. Je pense que je fais une saison correcte. Je pense qu'on aurait pu faire mieux que cette huitième place, je crois, huitième ou neuvième place. C'est du conditionnel, on l'a pas fait. Cette année, c'est une saison encore une fois compliquée où le club il est en train de se construire, et il se reconstruit, il part sur un nouveau projet, un nouveau cycle. On va voir comment ça prend forme, tout simplement. Et toi d'ailleurs, cette saison-là, parce que tu as connu des gros problèmes de dos, est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que ça va mieux déjà? Des gros problèmes de dos, j'ai eu un souci de dos au niveau d'une hernie discale, comme ça peut arriver plein de fois, hein. Et du coup, tu as, bah, là, pendant ta convalescence, j'imagine que tu as eu de nouveau un peu plus de temps pour te consacrer aussi à tes sociétés. Parce que oui, tu as été très actif aussi dans ta vie sur le terrain du business. Une vocation qui, bah, comme le rugby finalement, t'a été transmise par tes parents. C'est pas un secret, mais aujourd'hui, je pense que dans l'éducation, soit on se construit en opposition, soit en mimétisme, avec ce qu'on a connu. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus dans le mimétisme que dans l'opposition. Et j'y trouve mon compte. Donc, j'aime ce côté d'entreprendre, j'aime ce côté de travailler. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu croises des gens, tu discutes avec des gens, tu as plein de sujets, tu t'ouvres aussi sur le monde réel. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est quand même dans des bulles quand on fait que du sport de haut niveau. Et ça, c'est pas franchement ce que je souhaite. Et puis, ça me permet de rester connecté avec mon entourage et ma famille, parce que quand tu rentres et que tu as fait que du rugby, c'est pas forcément évident de parler de sujets autres. J'ai lu que même quand le rugby était sérieux pour toi, voire très sérieux, tu as toujours gardé au minimum un pied dans le monde de l'entreprise via l'entreprise de communication de tes parents, le magazine aussi, Gourmet de France. Comment ça se matérialisait et comment ça se mariait tout simplement avec ton activité de rugbyman pro? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, on imagine que ça demande tellement de sacrifices et d'exigences pour faire autre chose. Enfin, c'est vraiment... ça me Alors paraît... déjà, je vais juste te reprendre parce que le rugby, ça a toujours été important et ça l'est encore. Déjà, ça, c'est important parce que s'il y a des gens de Montauban qui écoutent, si j'ai pas envie qui pensent que je prends le rugby par-dessus la jambe alors que c'est pas du tout le cas. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je communique plus sur ce que je fais. Avant, c'était beaucoup plus en coulisses, où j'étais dans l'apprentissage, où j'étais dans le suivi de projet, où j'étais en coulisses. Là, on a lancé la dégustation box et je suis en charge du développement. Donc, c'est vrai que ben, je communique plus dessus.
et on boit plus. Par contre, c'est pas insurmontable. On a quand même dans le rugby pro de grandes plages de récupération. Et sur ces plages-là, plutôt que de faire des après-midi café ou PlayStation, je préfère le mettre ce temps-là à profit pour préparer ma reconversion, tout simplement. Est-ce qu'on t'a déjà reproché durant ta carrière justement de ne pas te concentrer uniquement sur le rugby? Ben, c'est fréquent, puisque je t'ai dit qu'en top 14, il fallait être manger rugby, se lever rugby et dormir rugby. Ouais, mais toi, Donc tu ça faisais veut pas bien que dire. ça, et donc soit des coéquipiers, soit dans le staff, en te voyant cette pure activité-là, on peut te le reprocher en disant, hey, t'es bien gentil, mais nous, il faut que tu sois à 100%, etc. Mais mes coéquipiers, non. Le staff, non, quand tout tourne. Mais dès que ça tourne pas, c'est sûr que c'est la première excuse qu'on va me donner. Et il Ça, faut... c'est sûr. Et à moi de l'assumer aussi. Tu sais, aujourd'hui, c'est un package, hein. Tu prends un joueur, tu prends un package. Tu as des joueurs aujourd'hui, ils ont des difficultés familiales, ou ils ont leur enfant qui est loin, ou ils sont divorcés, ils sont ceci, ils sont cela. Mais dès qu'ils ont 3 minutes, ils font de la route, ils vont voir leur gosse. Et à un moment donné, ils font de la route. Moi, je fais pas de la route, je suis assis sur un bureau en train de faire des coups de téléphone. Donc, quelque part, voilà. Et puis, il y en a d'autres, ils retapent leur maison. Il y en a d'autres, ils font autre chose. C'est bien que le rugby reste un sport où tu es quand même assez libre de pouvoir faire ce que tu veux en dehors pour t'oxygéner. Et je parle mentalement. Est-ce que ton passage difficile à Pau, ça a été un déclic aussi pour battre de tes propres ailes et créer ta propre entreprise à toi, bah, finalement pour avoir une indépendance en cas de coup dur? Pau a été un accélérateur, puisque jusqu'à Pau, j'avais des ambitions très fortes rugbystiquement, où finalement, à Brive, je suis revenu au bas où j'ai dit, je veux prendre du plaisir. Je veux retrouver cette notion de plaisir, tout simplement. En janvier 2020, tu développes la dégustation box. C'est quoi le concept et comment tu as eu cette idée-là? Bah, simplement en observant le travail qui avait été fait par mes parents, puisque depuis 2011, ils ont développé le magazine Gourmet de France, qui est un magazine qui traite de la gastronomie et des arts de la table. Et fort de 9 ans de travail, on a créé un réseau chef meilleur ouvrier de France assez conséquent et un réseau de qualité, puisqu'aujourd'hui, on s'entend parfaitement bien avec eux, du moins avec une grande partie d'entre eux. Et qu'on avait fait des tests de produits à l'aveugle qui s'appellent les tests Gourmet de France, que mes parents ont aussi créé en 2015. Et qu'entre le relationnel avec les chefs, des produits qui avaient déjà été testés, il m'a semblé assez logique de tout mettre dans une box. Surtout que c'était, à l'époque, c'était un peu la mode de tout ce qui était les Birchbox, etc., pour les femmes notamment. Et je me suis dit, ben, aujourd'hui, il n'y a pas de box de gastronomie en proprement parler avec des produits de chef. Donc, allez, go, on se lance. Ça me semblait évident pour mettre en avant ben, le travail qui avait été fait en amont. Et à ce moment-là, tu venais de retrouver un club, à Brive, et de Mm. nouveau beaucoup d'activités en perspective, et puis patatras, le Covid, le confinement. Est-ce que ça a failli remettre en question tes projets? Non. Pourquoi ça aurait dû? Quand tu es enfermé dans un appartement tout seul et que tu n'as rien d'autre à faire, hein, autant que tu développes ta société, hein. Parce que quand même, pendant le Covid, il y en a un paquet qui se sont fait chier, hein. Et pour être honnête, moi j'avais à l'époque l'opportunité de vendre sur Internet. Donc ça m'a dégagé du temps pour me développer. Et pour, voilà, après, on a fait comme on a pu. C'est le Covid, c'était pas un moment de plaisir, mais je le redis. C'est des moments où c'est tellement peu important le cas personnel qu'on est dans un problème collectif et au niveau international que finalement, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de se battre avec nos propres moyens. Aujourd'hui, l'orage est passé et tout semble aller pour le mieux. On voit même des joueurs très connus comme Guillaume Guirado de mémoire poster sur les réseaux sociaux des box de dégustation. Ça doit contribuer aussi au succès de la marque. Ben, forcément que là, avec la licence France Rugby et le réseau que je peux avoir, que ce soit dans le monde du rugby ou autre, ou avec les chefs, mais forcément que ça crédibilise la boxe et que ça crédibilise à un moment donné le travail qu'on peut accomplir. Moi, c'est des personnes que je connais personnellement, donc voilà, donc c'est important, c'est pas des box qui sont envoyés à la va-vite, que ce soit Guillaume, que ce soit François Cross, que ce soit ce soir j'ai publié pour Thomas Domingo, c'est des gens qui comptent et qui sont importants. Ah oui, d'ailleurs, France Rugby, t'es associé à France Rugby. Ça, c'est une belle prise, j'imagine, pour toi, quoi. Ah bah oui, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive, l'année 2023, je pense qu'elle va être aux couleurs du bleu, blanc, rouge et de l'Ovalie. Donc pour moi, c'est vraiment une année importante. On arrive à la question récurrente du podcast. Si tu devais situer Dan Malafosse, le chef d'entreprise, il serait plus proche de Bernard Pontenot, de Simon Guillaume ou de Jean-Claude Maillard, trois des présidents que tu as connus à Pau, Brive et Montauban?
C'est hyper dur de répondre parce que je les connais pas en tant que chef d'entreprise. Je les connais en tant que président de club de rugby, donc c'est quand même pas tout à fait pareil. Je pense que je me situerai entre Simon Gillam et Jean-Claude Maillard, entre les deux. Bon, tu connais ce bruit, c'est la sirène, dernière possession, il y a un bonus à aller chercher, donc pas d'en avant, t'as pas en touche. Si tu devais avoir juste un regret par rapport à ta carrière et tes passages en top 14, ça serait lequel? D'avoir été trop honnête par moment. Trop honnête. Tu m'as pas demandé d'expliquer, tu m'as juste demandé de te répondre. Donc je te demande pas d'expliquer, alors tu le garderas pour toi ça. Je garde pour moi. Tu as fait récemment 31 ans, si je me trompe pas, ton contrat avec Montauban se termine en juin. Qu'est-ce que tu Oui. feras en septembre prochain? Pour sûr, je vais vendre des box encore en septembre prochain. Pour sûr, je vais continuer de m'occuper de ma fille et chérir ma famille. Et après, ça va dépendre des opportunités. Mais en tout cas, je pense que je joue au rugby encore. Et justement, dans un monde idéal pour toi, il te reste encore combien d'années de rugby professionnel avant de pouvoir te consacrer pleinement à ton autre vie de chef d'entreprise? Je sais pas combien d'années. Je sais pas combien d'années. On l'a pas, avec mon épouse, on l'a pas chiffré, hein. Mais T'es pas si vieux, même. Putain, enfin, 31 ans, c'est encore relativement jeune pour une carrière qui peut se prolonger jusqu'à 37, 38, 39, pourquoi pas. disons que à mon poste de second ligne, on dit que la maturité, elle se fait dans ces âges-là. Donc, moi, aujourd'hui, je me sens encore continuer. Combien de temps, je sais pas. L'idéal, ce serait d'être autour des 35 ans, arrêter autour des 35 ans. Voilà, je pense que c'est un âge mûr, un âge sain. Après, si c'est 33, ce sera 33. Si c'est 34, ce sera 34. Et si par chance, c'est 37, ce sera 37. Parce qu'aujourd'hui, le rugby, ça reste une passion et ça reste un sport qui m'anime. En tout cas, on l'a compris, plutôt en Pro D2, le top 14, tu as peut-être fait une croix déjà. J'ai pas fait de croix, j'ai fait de croix sur rien et personne, mais c'est vrai que c'est un rythme qui est hyper soutenu et que bah, aujourd'hui je suis père de famille, j'ai une société et qu'il est important pour moi de pouvoir mener tout de front. Donc si un manager top 14 me souhaite et qu'il accepte de prendre le package, l'ensemble de la personne que je suis, moi c'est avec grand plaisir, tout simplement. Eh bien, on verra ce que l'avenir te réserve. Merci beaucoup, Dan, d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. On va évidemment déjà croiser les doigts pour ton club de Montauban, hein, qui lutte pour son maintien en Pro D2 et qui aura a priori bien besoin de toi pour l'assurer. Bonne fin de saison à toi et à très bientôt. Merci beaucoup, à très vite.